Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Ali de la Ligue et je suis de retour pour une nouvelle vidéo pour parler de cette huitième journée de Première Ligue avec vous. Déjà, pour commencer, j'espère que votre week-end s'est bien passé. J'espère que vous avez pu passer du bon temps avec votre famille. J'espère que les matchs vous ont plu ce week-end. Et si en même temps, quelque part, ça va pas trop pour vous, j'espère que cette idée elle va, cette idée, cette vidéo, elle va vous aider à J'espère que cette vidéo va vous aider à passer un peu à autre chose pendant quelques minutes, hein, si ça peut aider. Et sans plus attendre, commençons par ce qui s'est passé lors de cette huitième journée de Première Ligue, qui a été très 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 mouvementée et qui nous a permis de voir et de comprendre beaucoup de choses. À la base, je voulais faire une vidéo hier sur le match Liverpool-Manchester United, euh, que je n'ai pas pu faire malheureusement. Mais en même temps, ça me permet quand même de faire une vidéo où je pourrais faire un petit bilan en général sur ce qui s'est passé dans cette journée, tout en parlant de ce Liverpool-Manchester United qui nous a, bah, selon la position dans laquelle tu te trouves, si tu es supporter de Liverpool, évidemment, tu t'es dégoûté puisque ça fait 4 défaites de suite. Mais si tu es supporter de United, c'est un régal parce que c'est la deuxième victoire de suite en Première Ligue pour United, qui est une première depuis l'arrivée d'Amorim. C'est la première fois qu'il gagne 2 matchs de suite en Première Ligue. Ça fait un an qu'il est là, donc c'est vraiment ça, c'est incroyable. Euh, donc sans plus attendre, commençons par un petit débrief de ce match, un débrief du match qui, pour moi, que j'ai trouvé excellent. En général, c'est toujours les matchs où il y a un peu d'erreur, un peu de, 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 comment dire, de mauvais placements, etc., qui sont un peu palpitants. Quand deux équipes tactiquement sont très très fortes, c'est un peu compliqué. Mais quand il y a des erreurs et tout, c'est excellent. Et donc pour commencer, tu as Liverpool et United qui arrivent dans le match dans des positions un peu différentes. Liverpool qui sort de 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, et United qui ressort d'une victoire. Donc, en soi, les dynamiques, elles sont un peu différentes, même si c'est un choc à Anfield et United n'a pas gagné Anfield, je crois, depuis 2016. Donc, un peu 9 ans que United n'avait pas gagné Anfield. Donc, même si la dynamique présente, elle était peut-être un tout petit peu, même pas, je dirais même pas qu'elle était à l'avantage de United, mais que peut-être United avait peut-être moins de doutes en partant dans ce match, puisqu'en plus, c'est pas eux qui avaient la pression sur leurs épaules avant de démarrer ce match. Euh, Historiquement, c'était quand même Liverpool qui a l'avantage dans cette confrontation. Et au niveau des compositions, c'est un peu du classique pour Liverpool. Il n'y a que Wirtz qui est sur le banc, mais ça, on le voit depuis quelques matchs. Euh, Sinon, pas de grand changement. Et côté United, tu as Sesko qui est mis sur le banc par Amorim, parce que je pense que Amorim avait un plan et il a bossé pendant 2 semaines. Donc, Sesko remplacé par Amorim. Sesko remplacé par Cunha, s'est retrouvé un peu en faux neuf avec Mbeumo, ailier droit, Mason Mount, ailier gauche, mais qui rentrait un peu plus souvent au milieu du terrain. Et sur les côtés, tu avais Dalot piston gauche et Ahmad piston droit. Mais sinon, le reste, c'était un peu du classique aussi côté United. Et le match commence de la meilleure des manières, hein. En vrai, si tu es supporter de United, un régal. Même pas 2 minutes de jeu, but de Mbeumo sur une situation où Van Dijk percute quand même McAllister à la tête. J'ai vu des supporters de Liverpool demander faute, pas faute, mais qui demandaient que le protocole commotion se mette en place, parce que normalement, quand il y a un contact de la tête, normalement l'arbitre doit arrêter le jeu, etc. Ça s'entend, en vrai, ça s'entend. Mais d'un autre côté,
Le fait qu'il ait pu laisser le jeu jouer et ça permet aussi à United de marquer. Bah, United avait la balle sur la situation, donc quelque part aussi, je comprends que l'arbitre siffle pas parce que c'est une occasion pour United, tu vois. Donc, franchement, les deux côtés, les supporters de United et les supporters de Liverpool, les deux qui défendent leur cas, je les comprends, tu vois. Je suis pas arbitre, mais ça fait 1-0 pour United. Et à ce moment-là, je suis pas non plus surpris parce que Liverpool est dans le mal depuis un bon moment, depuis le début de la saison même, on va pas se mentir, Liverpool est dans le mal. United commence en général assez bien ses matchs cette saison, donc ça m'a pas surpris. La première mi-temps se passe de manière assez équilibrée en vrai en termes d'occasion. Il y a un poteau de Gakpo qui rate l'égalisation. Et puis ensuite, t'as Bruno qui rate la situation du 2-0, qui aurait mettre un coup de massue derrière la nuque de United, de Liverpool, pardon. Et ensuite, tu as Isaac aussi qui rate un face-à-face. Le match est assez ouvert, hein. Liverpool, malheureusement, encore une fois, on va pas se mentir, le milieu de Liverpool, c'est une passoire. C'est une passoire. C'est trop facile c'est trop facile de les passer. C'est trop facile comment dire, de, de, de briser en vrai leur ligne du milieu du terrain. C'est trop facile et c'est inadmissible un peu quelque part parce que 500 millions dépensés cet été et t'as pas de milieu capable de. Ton milieu est aussi instable, c'est pas normal en fait. 500 millions d'euros et t'as quand même un milieu, pour moi, parmi les clubs du Big Six, qui est peut-être le plus instable avec celui du United. Mais bon, après, tu joues à double pivot, Casemiro, Bruno Fernandes, tu l'as cherché toi-même, tu vois. Mais donc ça se rendait coup pour coup, tu vois, sur la première mi-temps, ça se rendait coup pour coup. Tu as des joueurs qui traversent le match comme la première mi-temps, comme Salah, euh, Isaac, qui sont pas bons hein, cette première mi-temps. Ils sont pas bons. Et c'est plus United qui fait son match. Même si Liverpool répond, c'est plus United qui fait son match euh, dans cette première mi-temps. Et pour moi, logiquement, il y a 1-0 pour United à la mi-temps. Et il n'y a rien à dire en vrai. Parce que, en fait, si tu prends par rapport à d'où les deux équipes viennent, parce que tu as United qui revient assez de loin quand même, et, et Liverpool qui est censé être l'équipe qui a le plus de stabilité, ils sont champions en titre. Donc, logiquement, c'est l'équipe qui a le plus d'assises, qui a le plus de stabilité. Mais quand tu regardes la première mi-temps, tu sens qu'il y a une dynamique différente pour les deux équipes, tu vois. Et Cunha, il fait une très bonne première mi-temps. Ahmad, il fait une très bonne première mi-temps. Bruno aussi, il fait une bonne première mi-temps. Mason Mount, c'est un cauchemar pour Bradley parce que il est venu vraiment pour mettre du surnombre au milieu pour United, en fait. Et du côté de Liverpool, tu as des joueurs qui traversent leur match qui sont vraiment. Ils sont vraiment. Ils sont pas bons, quoi. T'as Kerkez, il a été signé par Liverpool, mais il a été signé par Liverpool quand c'était l'un des meilleurs latérales gauche du championnat. Mais aujourd'hui, c'est l'ombre de lui-même. C'est pas le même joueur qu'il était à Bournemouth. Euh, Comment il s'appelle Isaac, 130 millions. On peut parler de sa condition physique, mais là, ça fait plus de 2 mois, tu vois. Ça fait 2 mois qu'il joue au foot et qu'il s'entraîne régulièrement. Il est pas bon. Euh, Il y a que, vas-y, on va dire Gakpo qui mettait un peu le feu. Salah, je vais faire une vidéo sur Salah. Je vais faire une vidéo sur Salah parce qu'il faut dire certaines vérités. Euh, et au milieu, bah, Soboslai, Gravenberg, McAllister, ils ont pas apporté, tu vois. Donc, à la mi-temps, pour moi, logiquement, c'est un 0. Ça aurait pu être 1-1, mais le 1-0, il reste logique. Et en deuxième mi-temps, bah, en fait, Slot, il est obligé de réagir. Il est obligé de faire quelque chose. Il est obligé de faire quelque chose parce que déjà, il a la pression parce qu'Arsenal a gagné.
le week-end, la veille, pardon. Donc forcément, il fait des changements offensifs, risqués quand même, mais qui peuvent être payants. Il fait rentrer Curtis Jones, Florian Wirtz et Hugo Ekitike. Et ces trois changements-là, déjà, ça leur permet quand même d'avoir beaucoup plus de joueurs dans la surface. Et en deuxième mi-temps, il y a, j'ai quand même craint que United puisse céder, mais vraiment genre de manière céder, mais vraiment rompre en fait. Parce que là, Liverpool commençait, était à son mode les matchs à Anfield où ils arrivent à assiéger l'adversaire, ils arrivaient en nombre dans la surface. Et là, le crédit revient à Maguire et Luke Shaw et Delirte. Parce que la deuxième mi-temps qu'ils font, où ils sortent quasiment tous les ballons, franchement, respect. Non, mais respect pour de vrai. Ils se sont battus comme des ogres pendant toute la deuxième mi-temps. Euh, Ensuite, tu as Isaac qui sort, qui est remplacé par Chiesa. Et il me semble que Salah aussi, il sort, il est remplacé par Frimpong. Et là, Liverpool, il commence vraiment à beaucoup, beaucoup pousser. Et il a fallu, logiquement, à ce moment-là, quand même, on commençait à se dire que Liverpool allait réussir à marquer. Et logiquement, il marque par le but de Gakpo, là. Il me semble que même il met un poteau, je crois, avant son égalisation. Ça prouve à quel point Liverpool poussait. Et on va pas se mentir, soyons objectifs, dans cette deuxième mi-temps, il y a quasiment que Liverpool. United a quelques situations, etc., mais il y a quasiment que Liverpool. Et pendant la phase de changement, de remplacement de Liverpool, là, t'as quand même, j'ai l'impression que Amorim, il avait déjà quand même préparé un bon plan depuis longtemps. Et tu as Sesco qui rentre vers la 60e minute pour permettre à United de respirer en... Parce que je pense qu'il avait quand même prédit et prévu que Liverpool allait les pousser et qu'il fallait jouer long et donc il fallait un attaquant capable de jouer en pivot. Et son changement, il est assez payant parce que ça permet à Lamens ou Lamens, je sais pas, les Anglais ils disent Lamens. Donc ça permet à Lamens de balancer loin devant et ça leur permet de respirer. Mais arrive le moment assez inévitable où Liverpool marque, égalise sur un but de Gakpo, qui aurait pu mettre 4 buts ce match-là. Et à l'égalisation, je pense qu'on a tous pensé que, parce qu'on l'a vu, c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça, mais on l'a vu, on a tous pensé que Liverpool allait mettre le deuxième ensuite. Euh, mais c'est sur une situation où le mec le plus détesté de l'équipe à un moment donné, Maguire, la rédemption, il est dans son arc rédemption, parce que je crois qu'il le fait en Europa League aussi contre Lyon. Contre Lyon, Maguire permet à United de gagner contre Lyon. Donc là, il fait la même chose. C'est son arc rédemption à Maguire. Et tous les buts clés de United, c'est lui. Donc il met ce but de la tête où il prend à contre-pied Mamadashvili et United gagne le match. Et sur le match, on va pas se mentir, bon, le United gagne 2-1. Euh, En termes d'occasion, sur le plan au niveau des occasions, Liverpool aurait peut-être pu gagner ce match, vraiment, parce qu'ils ont eu plus d'occasions franches et ils ont été plus dangereux, je pense. Mais quand tu vois la combativité de United, quand tu vois la hargne des défenseurs euh, de Manchester, quand tu vois, euh, tu vois aussi la fragilité de Liverpool, c'est pas un match volé, quoi. C'est vraiment pas un match volé. United on va pas dire qu'ils ont mérité amplement de gagner ce match, mais on va pas crier au scandale parce que Liverpool n'est pas à son niveau et United c'est vraiment très 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 bien battu, donc respect à United pour ça. Maintenant sur le plan, comment dire, au niveau sur l'impact de ce résultat que ce résultat a sur la saison de Liverpool, il est quand même assez gros parce que
avant ça, comme j'ai dit, trois défaites consécutives. T'es Arne Slot, tu vas à la trêve, t'as 2 semaines à peu près 2 semaines pour bosser sur ce match-là. Et c'est la solution que tu trouves pour ce match-là, parce qu'il n'a pas proposé grand-chose contre United tactiquement, Slot, tu vois. Donc, évidemment, c'est pas 100% sa faute, puisque les joueurs ils doivent mettre la balle au fond des filets, ça là, hein. Mais il n'y a pas que lui, hein, il y a pas que lui, mais ça là, normalement, c'est lui qui doit retrousser les manches et permettre à Liverpool de revenir. Et malheureusement, mais en même temps, Slot doit proposer quelque chose de plus concret. Je suis désolé. Avec tous les joueurs qu'il a à sa disposition, tu dois pas faire 4 défaites de suite. Ou bien c'est un problème de scouting et il a pas eu les joueurs qui vont avec sa philosophie de jeu. Je sais pas, mais il doit trouver une solution en tout cas. Arne Slot doit trouver une solution et vite parce que, comme je l'ai dit, l'impact que ce match a sur le plan comptable cette saison, il est quand même assez gros. Liverpool avait 5 points d'avance sur Arsenal il y a même pas un mois et demi. Ils avaient 5 points d'avance sur Arsenal et aujourd'hui, ils ont 4 points de retard. Donc attention à Liverpool. En plus, Arsenal a traversé sa phase de match compliqué. Donc évidemment, là, les matchs ils sont un peu plus abordables, même s'ils vont à Crystal Palace. Ils reçoivent Crystal Palace, qui est une bonne équipe de Première Ligue maintenant. Ils reçoivent Crystal Palace ce week-end. Ça peut être piégeux, on verra. Mais Arsenal a des matchs un peu plus abordables. Là où Liverpool aura des matchs plus compliqués. Donc attention de ne pas voir Arsenal s'enfuir dans les 2 mois qui viennent là jusqu'à la fin de l'année et, voir pas le titre, mais un concurrent principal commencer à se détacher du peloton en fait. Et, et en plus de ça, City est passé devant Liverpool. City est passé devant Liverpool. Donc, à pas se mentir, là, c'est vraiment le pire résultat pour Liverpool dans ces dernières semaines. Les 2 défaites en première ligue, c'était compliqué, mais là, c'est vraiment la pire défaite, là. Donc, c'est ça. C'est mon analyse du match pour Liverpool. Après, pour United, c'est une bonne chose. C'est même un excellent résultat pour United et pour Amorim parce que ça lui permet de respirer. Euh, Puisqu'il gagne quand même à Anfield, ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment pas du tout donné à tout le monde. Là, les Glazers, pas Glazers, mais Ineos et Radcliffe, là, ils doivent être, euh, ils doivent être très, très, très heureux là-haut, là. Et même à Morim, je crois qu'il a dit en conférence de presse que c'était sa plus belle victoire à United depuis qu'il est au club. Donc, logiquement, c'est un très, très bon résultat. Ensuite, sur le plan comptable aussi, il se rapproche. Après, c'est le début de saison. Mais ils sont à 3 points de la deuxième place. United est à 3 points de la deuxième place, mesdames et messieurs. Donc, sur le plan comptable, c'est un match, c'est une victoire de fou. On va pas se mentir. C'est vraiment c'est les folies du championnat, hein. C'est toujours comme ça. Tu peux être dans le plus bas, genre dans le pire des mal, dans le pire des mots. Bref, vous m'avez compris. Vous pouvez être au fond du trou le 7 août, et puis quelques victoires par-ci, par-là. Et un jour, tu regardes le classement, tu te retrouves à 3 points de la deuxième place le, le 19, le 18 octobre. Donc, c'est ça, c'est le championnat, le début du championnat, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Et puis, voilà, c'est mon analyse et mon débrief du match. Ce que je pense sur le plan comptable, l'impact de ce match, qui peut-être aura une redondance encore plus grande dans un avenir proche, parce que on ne sait pas si ça va encore plus blesser Liverpool mentalement et qu'ils vont tomber dans une spirale négative comme City l'année dernière. Je ne pense pas, parce que City aussi c'était lié à des blessures clés. Mais
ça peut avoir un impact. Donc on verra pour Liverpool. Euh, donc voilà, c'est mon analyse de mon débrief de ce match-là. Ensuite, puisqu'il y a eu d'autres matchs, mais on va revenir rapidement là-dessus, hein. Arsenal qui s'impose à Fulham. Je j'ai pas grand-chose à dire à part que Arsenal a fait le taf. En vrai, Euh, un but sur coup de pied arrêté. Il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Pour tous les détracteurs, je vais vous dire la vérité. Un coup de pied, à quel moment un coup de pied arrêté n'a pas fait partie du football? Je pense pas que les corners ont été inventés en 2018. Les corners ont toujours fait partie du foot. Tu marques sur corner, tu as marqué un but, c'est tout. J'en ai marre qu'au jour d'aujourd'hui, on est obligé de, comment dire, de trouver des sous-détails, même pas des détails, mais des sous-détails pour excuser, comment dire, pas pour excuser, mais pour, euh, pour trouver le moyen de diminuer l'impact d'une victoire ou d'un but. Un but sur corner, c'est comme un but, c'est la même chose qu'un but sur un centre que tu mets de la tête, tu vois. C'est la même chose. Ça fait partie du jeu. C'est une action de jeu. Donc, les gens qui vont dire ah, encore un but sur corner, encore un but sur corner. Si c'est une arme que tu sais utiliser, tu tu l'utilises et même s'il faut en abuser, tu vas en abuser. Personne n'a réussi à patcher ce glitch. Personne n'a réussi à patcher ce glitch. Tu vas forcer le glitch, mon gars. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Si, si par exemple, quand par exemple euh, De Bruyne il était à City et qu'il savait exactement comment la donner à Haaland, j'ai jamais entendu quelqu'un dire ouais, mais c'est encore un but sur une passe en profondeur. Ça fait partie du jeu. Donc voilà, j'aimerais bien que les gens ils se calment avec leur, euh, leur manière de comprendre le foot parce que pour moi, ça n'a pas de sens en fait de trouver des, un moyen de critiquer une action qui fait partie de ce sport. Tu vois ce que je veux dire? C'est une action qui fait partie de ce sport. Donc voilà, victoire logique, Arsenal qui prend la tête du championnat et puis maintenant qui doit faire un run. Si Arsenal veut aller au bout, Arsenal doit faire un run et doit être assez irréprochable pour les matchs qui viennent parce que derrière eux, justement, sans transition, City est derrière et City est en train de pousser parce que Haaland, il est en mode ultra instinct. Je sais pas ce qui se passe avec lui. Enfin, après, c'est un peu logique, hein. C'est un mec, c'est l'un des meilleurs, on va dire, l'un des meilleurs talents de tous les temps, on va pas se mentir. Donc, Haaland, il est en train de porter Manchester City sur ses épaules et il est en train d'amener cette équipe. Je sais même pas où il va les amener, hein, mais on va voir. C'est vraiment là, il est en train de, de sortir City du. Comment dire? Il est en train de sortir City de tout, de toutes les interrogations que les gens avaient sur le club il y a quelques mois, en fait. Les gens se disaient, ah, mais City, on sait pas, City, ceci, City, cela, City, ceci. Alors, il s'est dit, mais attends, j'ai marqué des buts. Bah, ici, je marquais, en fait. Et si je marquais? Et puis, le mec, il a commencé à enchaîner les buts, mais de n'importe comment. Et maintenant, il y a plus de débat sur Manchester City. Carrément, ils sont revenus dans la course au titre. Et carrément, les gens, ils les voient devant Liverpool maintenant. Donc, Haaland, c'est vraiment un joueur exceptionnel, hein. J'ai jamais détesté le joueur. Moi, j'aime bien les joueurs atypiques. Et quand tu vois qu'un mec, il est trop fort dans une chose et qu'en plus de ça, cette chose, elle te permet de gagner des matchs, frère, tu peux que respecter, hein. Donc, on verra jusqu'où Haaland peut porter Manchester City. Ensuite, tu as eu des matchs comme Tottenham qui a perdu à domicile. En termes en termes de, comment on appelle ça? Sur le plan comptable, c'est compliqué pour eux parce qu'ils voient certaines équipes revenir. Mais après, comme j'ai dit, moi, pour moi, le Tottenham de Thomas Frank, j'ai vu ses limites. J'ai vu les limites il y a assez longtemps. Pour moi, Tottenham de Frank, il leur faut un neuf buteur. Sinon, ils vont jamais réussir à briser ce plafond de verre parce que, en fait,
Collectivement, Franck, c'est pas un très grand coach pour moi. En tout cas, tactiquement, c'est un bon coach. Mais en première ligue, je pense que pour gagner des matchs, il faut savoir dominer dans certains compartiments. Et aujourd'hui, faut savoir dominer dans la surface, dans les deux surfaces. Et Franck, je pense pas que c'est un coach qui est très bon quand il faut dominer dans la surface adverse. Là où Pep, euh, là où Arteta, là où Klopp aussi était très bon dans ça, lui, il n'est pas bon dans ça pour moi. Il est très bon pour dominer dans sa surface, c'est-à-dire défendre très bien et tout, mais dans la surface adverse, il n'est pas, pour moi en tout cas, il n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, je ne suis pas surpris de voir Tottenham commencer à perdre. Et je pense qu'ils vont jouer peut-être l'Europe, mais ils vont pas jouer les plus hautes places européennes. Et bah, pour sans transition, encore une fois, on va parler d'un autre rival, puisqu'il y a Chelsea aussi qui a joué et qui a gagné à Forest. Euh, Malheureusement, ou heureusement pour lui peut-être, puisque peut-être qu'il était dans un bourbier, ça a permis à Marinakis de virer Ange Postecoglou, puisque Chelsea a gagné 3-0. Euh, je verrai si je vais faire une vidéo sur ce que je pense du propriétaire de Nottingham Forest. Mais en tout cas, il est en train de faire n'importe quoi. Il va ruiner, j'ai l'impression qu'il est en train de ruiner le club et qu'il est en train de juste, à cause de ses caprices, en train de gâcher toutes les bonnes choses qu'ils ont réussi à faire les années précédentes. Mais pour revenir à Chelsea, c'est une belle victoire pour Chelsea parce que Chelsea revient dans le haut du classement, euh, à un point de Liverpool, il me semble. Donc Chelsea sera peut-être dans la discussion. On verra comment ça va se passer puisque Chelsea c'est un peu aussi courant alternatif vu que un jour ils sont bons, un jour ils gagnent, un jour ils perdent, un jour c'est match nul. Et en plus t'as Palmer qui est blessé, je crois pour un mois et demi encore. Et Chelsea sans Palmer c'est pas vraiment la même équipe donc Chelsea on verra. Sinon il y a eu d'autres bons matchs ce week-end. Le 3-3 entre Palace et Bournemouth. Je vous conseille de le voir. Très, 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 très bon match de foot. Euh, Sunderland qui gagne encore. 14 points, il me semble. Sunderland. Sunderland. Et si, et si Sunderland assurait pas son maintien à la 26e, 27e journée? Déjà, ce serait exceptionnel. Et ça fait plaisir de voir une équipe comme ça revenir au top. Et puis, bah, pour moi, en tout cas, en vrai, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout de ce que j'ai vu ce week-end. Et c'est à peu près tout aussi sur ce que j'ai à dire par rapport au match de ce week-end. Euh, voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié, likez, commentez, partagez, donnez de la force. On est qu'au début, mais on a déjà 5 abonnés. On a déjà 5 abonnés, c'est bien. Shout out à vous. Shout out à vous, mes refs. Et puis, merci pour la sephore. On se voit peut-être en milieu de semaine pour quelques shorts, quelques vidéos. Et puis, on se verra dans tous les cas. De toute façon, hein, si Dieu le veut, on se reverra très prochainement. C'était Ali de la Ligue. Peace out.